des grands enjeux européens, c'est la démocratie. Et le sujet est de savoir si les élections européennes permettent de favoriser la démocratie. On voit deux choses. D'une part, d'un point de vue statistique, il semble que l'abstention n'est pas considérablement progressée. On voit qu'elle reste massive partout en Europe. Beaucoup d'Européens, cette élection, toujours une élection, sont véritables enjeux, si ce n'est la reproduction de l'élection nationale. Et là, il y a une faillite quand même européenne, puisque les premières élections européennes ont eu lieu en 1979, et cette élection reste pour beaucoup de citoyens quelque chose qui est peu concret, qui manque d'enjeux, qui manque de sens. Et je crois qu'il y a un travail à faire pour donner un véritable enjeu et un véritable sens à ces élections européennes. Alors, l'évolution quand même majeure, c'est que pour la première fois, il y a eu des candidats à la présidence de la Commission européenne avec des campagnes. Ces campagnes, d'abord il y a eu des primaires au sein des partis européens, le Parti populaire européen, le Parti socialiste européen, les Verts européens, les libéraux européens, et même la gauche européenne. Et chacun de ces partis a désigné des candidats. Martin Schulz, Jean-Claude Juncker, Alexis Tsipras, les Verts en ont désigné deux, et pour les libéraux, Guy Verhofstadt. Et on a vu pour la première fois émerger une campagne transnationale avec un point d'ordre qui était le débat télévisé, organisé par l'Union européenne de radio-télévision, je suis un des dirigeants, le 15 mai dernier. Et ce débat a été un point de focus vraiment important pour que la campagne se mette en place. Et je crois que l'amorce de campagne a aussi fait émerger le sens que cette élection était différente des élections précédentes et qu'il y a un enjeu qui se déterminait, qui était la présidence de la Commission européenne. Maintenant, cet enjeu n'est pas clair dans l'esprit des citoyens et la campagne a été trop courte parce que dans beaucoup de pays, elle a duré une semaine ou 2 semaines, alors que pour créer un véritable intérêt, il faut qu'elle dure comme aux États-Unis plusieurs mois et que les candidats aient le temps de passer dans tous les États, comme c'est le cas dans une campagne américaine. Donc le deuxième enseignement, c'est oui, il y a une évolution positive, avec des candidats à la présidence de la Commission européenne, mais le temps trop court de la campagne n'a pas permis d'en faire quelque chose de véritablement sensible pour les citoyens. Mais c'est un moment vraiment important et ce qui va être important maintenant, c'est de voir si les chefs d'État et de gouvernement vont véritablement tenir compte de cette élection pour désigner le candidat à la présidence de la Commission européenne. Et à savoir, le vainqueur aujourd'hui, c'est Jean-Claude Juncker, puisque le Parti populaire européen est le premier parti en termes d'électeurs, et que à la fois les libéraux et les socialistes, on attend maintenant les Verts, mais comme Bendit a dit que c'est important que les Verts se positionnent en faveur du vainqueur, Jean-Claude Juncker, pour qu'il soit désigné président de la Commission européenne. La balle est dans le camp des chefs d'État et de gouvernement. Si Juncker devient effectivement président de la Commission, alors dans l'esprit des citoyens, la donne va changer et on va se dire l'élection européenne serait quelque chose de très important parce qu'elle permet de désigner effectivement le président de la Commission européenne. Le troisième élément, bien sûr, c'est la montée des populismes et des partis extrêmes dans beaucoup d'États membres. Mais on voit partout où le pouvoir est fort et donne une dimension d'avenir, où les citoyens ont l'horizon que cette montée des extrêmes et des populismes est limitée. On le voit en Allemagne, où la coalition majoritaire a dépassé les 62% de voix. On le voit en Italie, où le gouvernement de Matteo Renzi dépasse les 40%. On voit finalement en Espagne, où les deux partis historiques voisinent les 50%. Là où le pouvoir est perçu comme faible, les populismes sont forts. Et donc il y a un vrai sujet européen, c'est qu'il faut que dans chaque État membre, le ménage soit fait et que les grands partis démocratiques aient une vraie vision d'avenir pour le pays. Les citoyens se sentent bien en Europe quand ils se sentent bien dans leur propre pays. Merci. En quoi l'Europe de l'après les élections est-elle différente de celle d'avant? Là, on ne sait pas encore s'il y aura une vraie différence entre l'Europe d'avant et l'Europe d'après. Le sujet, c'est d'abord qui va être effectivement président de la Commission européenne, quelles vont être les personnalités qui vont piloter l'Europe et est-ce que ces personnalités ont une capacité d'intervenir
l'intérêt général européen et un projet pour l'Europe. Évidemment, si on a des personnalités visionnaires engagées, qui ont une capacité de négociation et de mise en œuvre, ça changera complètement la réalité européenne. Et donc là, c'est un peu trop tôt pour vous répondre. Oui, le fait qu'il y ait près de 20% des électeurs qui choisissent des partis populistes change la donne, et au Parlement européen, ça réduit le poids des grands partis modérés. Et globalement, il y aura une alliance PSE-PPE, et ça ne changera pas fondamentalement par rapport au passé. Ce qui peut peser en revanche, c'est au niveau national, dans des pays comme la France, où un Front National à 25% évidemment pousse les partis politiques modérés à droitiser leur position. Si c'est le cas, c'est pas une bonne chose. On voit aussi que la montée du Front National ébranle aussi bien le Parti Socialiste que l'UMP. Et donc là, ça fragilise évidemment la vie démocratique au niveau national, et c'est pas bon pour l'Union européenne par effet ricochet. Faut-il encore croire en l'Europe? Quels sont ses atouts majeurs pour les citoyens européens? Je crois que le projet européen il a été décidé après-guerre pour la paix, pour la prospérité, pour créer aussi les conditions d'irréversibilité du retour des populismes et des fascismes en Europe. Et la paix, la prospérité, la lutte contre les populismes et les fascismes reste d'actualité. Et l'Europe, pendant 60 ans, en fait, a réussi à devenir le seul espace de coopération supranationale qui mettait les intérêts des citoyens devant les intérêts des États. L'Europe, ce n'est pas seulement le marché, c'est une communauté de droits et de libertés fondamentales qui est la plus avancée dans le monde. Et on voit bien que les pays qui sont alentour de l'Europe et qui ne disposent pas des droits européens sont des pays où il n'est pas forcément bon de se réveiller le matin. Je pense à l'Ukraine, je pense d'une moindre mesure à la Biélorussie et à d'autres États. L'un des succès aussi de l'Europe, c'est d'avoir quasiment réussi à unir le continent, notamment en 2004 en intégrant la Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la Hongrie, la Slovénie, etc. Imaginez une seconde que ces 10 pays n'aient pas été intégrés dans l'Union européenne, on n'aurait peut-être pas seulement une Ukraine à nos portes, mais 11 Ukraines à notre porte. Ça voudrait dire aussi que les Européens devraient avoir des dépenses en matière militaire considérables et qui seraient dans l'impossibilité totale de financer ce qu'il leur reste de modèle social européen. Et le modèle social reste, et le modèle sanitaire aussi, est de loin le plus avancé au monde. Alors oui, être européen, ça vaut le coup. Oui, l'Europe doit changer parce qu'elle a été conçue au lendemain de la guerre, dans une période où la croissance semblait infinie, et on entre dans une période de mutation où la croissance, pour des raisons structurelles et limitées, vieillissement des populations, épuisement du processus d'innovation, ça veut simplement dire qu'on doit inventer une nouvelle page de l'histoire européenne. Et cette nouvelle page de l'histoire européenne, c'est faire de l'Europe une vraie puissance démocratique, plurinationale, mais aussi, à nouveau, le lieu où on invente le monde de demain, notamment en matière d'innovation. Et les Européens, sur les 10 grandes technologies d'avenir, sont les meilleurs en matière de recherche fondamentale sur 6. Cette avance en matière de recherche fondamentale devrait se traduire en avance industrielle. Donc là, il y a un vrai sujet, c'est que nous devons aujourd'hui, sans attendre, nous doter d'une vraie politique d'innovation qui permette d'investir là où nous sommes forts. Et les Européens sont forts dans des technologies extrêmement importantes pour l'avenir qui redessineront le monde de demain. Donc le sujet pour nous, c'est d'avoir la volonté politique, d'avoir la volonté sociale, d'avoir la volonté scientifique pour rayonner à nouveau et mobiliser nos atouts qui sont véritablement considérables. La démocratie, les droits fondamentaux, la recherche fondamentale, une culture, un savoir-vivre qui reste uni dans le monde aujourd'hui. En janvier 2014, vous avez publié le livre Une jeunesse européenne. Comment est né ce projet? Quelle est sa philosophie générale? J'ai en effet publié au début de cette année un petit livre chez Grasset qui s'appelle Une jeunesse européenne. Et c'est mon éditeur Olivier Nora, qui est le patron de cette très vieille maison d'édition, qui m'a dit « Mais Guillaume, est-ce que c'est pas le moment d'écrire une suite du monde d'hier ?» Le livre de Stéphane Zweig. Stéphane Zweig racontait l'histoire de sa génération, avec une idée de base, c'est que les Européens ont besoin de se réinscrire dans la grande histoire de l'Europe, à un moment où beaucoup s'interrogent sur leur propre européanité. Suis-je européen et qu'est-ce que ça veut dire? Et être européen, ça veut dire appartenir d'abord à l'histoire d'un continent,
avec des moments qui sont vécus par chaque génération sans que ces générations en aient véritablement conscience. Moi, je suis né au début des années 70. Mes parents étaient la génération des 30 Glorieuses, la génération de l'Est-Ouest. Je suis né au début de la crise pétrolière, à un moment où les services publics audiovisuels sont développés partout. J'ai vu comme des milliers de petits Européens, depuis la Pologne jusqu'au Portugal, une série qui s'appelait « Il était une fois l'homme », qui était un dessin animé sur l'histoire de l'humanité que tous les Européens ont vu. Ma génération aussi, celle qui a pris conscience de l'apparition du sida, c'est la génération qui avait 17, 18, 19, 20 ans au moment de la chute du mur. C'est la première génération Erasmus. On est tous sortis dans les rues pendant la guerre d'Irak de 2003-2004. Et donc on a vécu à l'échelle de ce continent énormément de choses en commun qui font qu'on a une identité, une appartenance à ce continent, à son histoire, qui caractérise notre identité. Je crois qu'on n'en est pas conscient. Et j'ai écrit ce petit livre, qui est un récit, qui n'est pas un essai, pour permettre à chacun d'entre nous, mais au-delà de ma génération, comme Zweig l'avait fait à son époque, de s'inscrire dans l'histoire de ce continent et d'essayer de se projeter dans un avenir commun en ayant conscience que nos racines sont communes et sont extrêmement fortes. Si vous aviez la possibilité de rajouter un chapitre dans ce livre à l'issue des élections européennes, que serait-il? Si j'avais la possibilité d'écrire un nouveau chapitre à l'issue de ce livre, ce serait la manière dont ma génération aujourd'hui va prendre ses responsabilités, va continuer le pouvoir dans les différents États membres pour créer une vraie démocratie européenne et créer dans chaque État membre des partis qui sont de véritables partis européens, sensibilités politiques différentes, pour qu'il y ait un vrai débat public transnational qui voit le jour. Mais je crois que ça passe par une double conquête, ça passe par une conquête politique et ça passe par une conquête spirituelle. On a besoin à nouveau de croire au progrès, de se projeter dans l'avenir, de croire à la liberté, à l'égalité et de se dire qu'on va inventer une histoire positive pour ce continent. Donc voilà, ce serait le dernier chapitre d'une jeunesse européenne. Merci infiniment. Merci à vous.